Aujourd'hui, le masque est tombé. La Grande-Bretagne ne peut plus faire semblant de ne pas faire la guerre en Ukraine. Les faits ont émergé à travers une fissure créée par la mort. La mort d'un militaire britannique. Pas un volontaire, pas un mercenaire, mais un caporal-chef en service actif du régiment de parachutistes de l'armée britannique. Il s'appelait George Woolley, il avait 28 ans, et il est mort sur un terrain d'entraînement ukrainien, loin de la ligne de front pendant des essais de nouvel armement. Et voici ce qui est important. Londres n'a reconnu ce fait que parce qu'il était déjà impossible de le dissimuler. L'information a filtré, les journalistes ont posé des questions et les autorités ont été forcées de confirmer. Mais posez-vous la question. Combien d'autres accidents de ce genre restent hors champ? Combien de militaires travaillent sur le territoire ukrainien en ce moment même, dont nous n'entendrons pas parler tant que quelque chose de similaire ne se produira pas? Et surtout, jusqu'où Londres s'est-il vraiment enfoncé dans ce conflit? Parce qu'ensuite, tout devient encore plus intéressant. Il ne s'agit pas d'une dizaine de gardes d'ambassade, ni de quelques instructeurs quelque part sur des bases arrières. Selon The Guardian, plus de 100 militaires britanniques se trouvent en Ukraine. Des forces spéciales, des parachutistes, des spécialistes des armes de haute précision, y compris les missiles Storm Shadow. Et tout cela dans un pays où la Grande-Bretagne officiellement ne fait pas la guerre. Aujourd'hui, nous allons examiner qui sont ces gens, ce qu'ils y font, pourquoi leur présence est si soigneusement dissimulée, et ce que tout cela signifie pour le conflit dans son ensemble. Donc, George Woolley, 28 ans, caporal-chef du régiment de parachutistes de l'armée britannique. Il a commencé à servir en 2015, c'est-à-dire qu'au moment de sa mort, il avait près de 10 ans en uniforme derrière lui. 10 ans. Ce n'est pas un débutant qui vient juste de prêter serment. C'est quelqu'un avec de l'expérience, des missions, une biographie de combat. Afghanistan, Afrique, Europe de l'Est. Il est passé par ces points où la Grande-Bretagne mène ses opérations, ouvertes ou non. Le régiment de parachutistes est l'élite des forces armées britanniques, une unité qui fait partie des forces spéciales et opère dans les conditions les plus difficiles. Ce n'est pas simplement de l'infanterie, ni une unité militaire ordinaire. Ce sont des gens qu'on envoie là où sont requis une haute qualification, une réaction rapide et la capacité d'agir de manière autonome. Et voilà qu'on envoie un tel homme en Ukraine, officiellement, pour participer aux essais de nouvel armement, sur un terrain d'entraînement, loin de la ligne de front. Ça sonne presque inoffensif, n'est-ce pas? Mais réfléchissez vous-même, pourquoi faut-il des parachutistes d'une unité d'élite pour tester des armes? S'il s'agit simplement de tests techniques, c'est un travail pour des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes de l'armement. Pourquoi y envoyer un officier de combat avec l'expérience de l'Afghanistan? La réponse est évidente. Parce qu'il ne s'agit pas d'essais inoffensifs quelque part à l'arrière. Il s'agit de préparation à un usage au combat, de travail avec les militaires ukrainiens, de s'assurer que le nouvel armement sera utilisé efficacement. Et voilà que George Woolley meurt. Cela est reconnu publiquement. Pourquoi? Parce que l'information a filtré dans la presse, et il était déjà impossible de l'étouffer. Mais posez-vous la question. Si pour Woolley, ils ont dû sortir dans l'espace public, combien de personnes dans un rôle similaire sont simplement restées une ligne dans des rapports classifiés? Combien de militaires travaillent en Ukraine, dont nous n'entendrons jamais parler? Le cas de Woolley n'est pas une exception. C'est simplement ce moment où le système a dysfonctionné et la vérité est devenue impossible à cacher. Maintenant, parlons de qui sont ces militaires britanniques en Ukraine et de ce qu'ils y font réellement. Le régiment de parachutistes, dont faisait partie George Woolley, ce n'est pas pour garder des entrepôts ni vérifier des documents à l'ambassade. C'est une unité spécialisée dans les opérations aéroportées rapides, dans les actions à l'arrière de l'ennemi, dans les tâches nécessitant le plus haut niveau de préparation. Ces gens travaillent en liaison avec les forces spéciales, participent aux missions les plus risquées et on ne les envoie pas là où tout est calme. Alors que font-ils en Ukraine? Premièrement, la formation, mais pas dans le sens où on comprend habituellement ce mot. Pas des salles de classe avec des présentations ni des conférences théoriques. Il s'agit de transmission d'expériences de combat,
de faire en sorte que les militaires ukrainiens apprennent à agir selon les standards de l'OTAN, à utiliser l'armement occidental, à coordonner des opérations complexes. Deuxièmement, les tests d'armement, cette fameuse tâche pendant laquelle Uli est mort. Mais tester, dans ce cas, ne signifie pas simplement voir si le fusil tire. C'est travailler avec les systèmes les plus récents, c'est vérifier leur efficacité dans des conditions aussi proches que possible du combat, c'est préparer leur utilisation réelle en première ligne. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la coordination de l'utilisation des armes de haute précision. Storm Shadow. Ces missiles ne peuvent pas simplement être transmis et oubliés. Leur utilisation nécessite des calculs complexes, la planification d'itinéraires, la désignation de cibles, l'analyse de données de renseignement. Cela nécessite la présence constante de spécialistes qui comprennent le système de l'intérieur. Et quatrièmement, le travail aux côtés d'unités spéciales. Les militaires britanniques agissent en liaison avec les forces spéciales ukrainiennes, participent à la planification d'opérations. Imaginez, s'ils sont simplement observateurs, pourquoi y envoyer des unités aéroportées d'élite? Les observateurs peuvent être des officiers ordinaires. Mais là-bas, on envoie les meilleurs des meilleurs. Pourquoi? Maintenant, parlons des chiffres. The Guardian écrit que plus de 100 militaires britanniques se trouvent en Ukraine, officiellement. Mais réfléchissons à ce que signifie cet « officiellement ». 100 personnes, ce sont ceux que Londres a accepté de reconnaître. Mais ce chiffre est presque certainement sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il existe de nombreuses façons de cacher la présence réelle. Une partie des militaires est enregistrée comme sécurité de l'ambassade, d'autres comme instructeurs, des troisièmes comme spécialistes techniques, des quatrièmes comme consultants. Et puis, il y a les sociétés militaires privées. Il y a d'anciens membres des forces spéciales qui ont officiellement quitté l'armée, mais continuent d'exécuter des tâches dans l'intérêt de la couronne britannique. Tous ces gens ne figurent pas dans ce fameux chiffre, plus de 100. Donc l'ampleur réelle de la présence peut être plusieurs fois plus importante. Mais même si on ne parle que de ceux qui ont été reconnus officiellement, 100 militaires dans une zone de conflit où votre pays officiellement ne fait pas la guerre, c'est déjà une participation directe. Ce sont des gens en uniforme, avec des armes, exécutant des tâches sur un territoire où se déroule une guerre. Et posez-vous la question, si Londres reconnaît une centaine, combien de personnes travaillent sous d'autres drapeaux? Combien de consultants privés? Combien de ceux qui agissent par des schémas gris et ne figureront jamais dans les statistiques officielles? Il ne s'agit pas d'un petit groupe d'observateurs, il s'agit d'une présence militaire sérieuse qui est soigneusement camouflée. Mais pourquoi Londres a-t-il si peur des aveux? Pourquoi cette information ne sort-elle que lorsqu'il est déjà impossible de la cacher? Officiellement, la Grande-Bretagne ne fait pas la guerre en Ukraine. C'est la formule clé qui permet d'éviter toute une série de conséquences désagréables. Premièrement, juridique. Si on reconnaît que des militaires britanniques participent aux hostilités, cela pose automatiquement la question de la légitimité de telles actions. Le Parlement doit être informé. La société doit donner son accord. Mais cela n'a pas eu lieu. Les militaires ont été envoyés discrètement, sans large discussion, sans mandat ouvert. Deuxièmement, politique. Toute reconnaissance de participation directe est un cadeau pour ceux qui parlent de l'implication de l'OTAN dans le conflit. C'est la confirmation de la position de Moscou. C'est un outil entre les mains de ceux qui, à l'intérieur même de la Grande-Bretagne, critiquent le gouvernement pour l'escalade. Et troisièmement, c'est une question de stabilité internationale. La reconnaissance officielle que des militaires d'un pays membre de l'OTAN combattent contre la Russie, même indirectement, c'est un pas vers la confrontation directe. Et voilà que The Guardian écrit directement. Les autorités taisent ce fait pour qu'il ne soit pas utilisé à des fins de propagande. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de savoir si l'information est fausse. Il s'agit du fait qu'elle est véridique, mais gênante. On la cache non pas parce qu'elle ne correspond pas à la réalité, mais parce qu'elle y correspond trop bien. Et cela soulève une question de principe. Si c'est une aide si honnête à l'Ukraine démocratique, pourquoi faut-il la cacher à ses propres citoyens? La réponse est évidente.
parce que la transparence totale détruirait le narratif que le gouvernement s'efforce de construire. Parlons maintenant d'un chiffre qui sonne encore plus alarmant. Depuis 2022, plus de 40 Britanniques sont morts en Ukraine. 40. Officiellement, la plupart d'entre eux sont enregistrés comme volontaires. Mais creusons plus profond. Qui sont ces volontaires? Une partie d'entre eux sont effectivement des civils. Mais parmi ces 40, il y a aussi ceux qui avaient des liens directs avec l'armée britannique et les services de renseignement. D'anciens militaires qui ont formellement démissionné, mais ont continué à exécuter des tâches. Des spécialistes qui travaillaient par le biais de sociétés militaires privées. Et voici ce qui est intéressant. Comment ces morts sont-elles présentées dans les médias occidentaux? Dans la plupart des cas, pas du tout. Elles ne sont soit pas du tout couvertes, soit présentées comme initiatives privées. Aucun lien avec l'État. Aucune responsabilité des autorités. Mais le cas de George Hooley sort de ce schéma. C'est le premier militaire en service actif officiellement reconnu mort sur le territoire ukrainien. Et Londres n'a reconnu sa mort que parce qu'il était déjà impossible de la cacher. Mais réfléchissez. Le système est construit précisément pour que les autres restent des statistiques sans visage ni biographie. 40 morts, ce sont 40 familles, 40 histoires. Et un seul d'entre eux a eu droit à une reconnaissance officielle. Et les autres? Les autres sont restés des lignes dans des rapports classifiés, des noms qui ne seront jamais prononcés publiquement. Parlons maintenant de ce qui rend la présence britannique particulièrement significative. L'ambassadeur de Russie à Londres, Andrei Kelin, a déclaré à plusieurs reprises « La Grande-Bretagne est impliquée dans le conflit plus profondément que la plupart des membres de l'OTAN ». Et il donne des exemples concrets. Forces spéciales, instructeurs, spécialistes militaires liés à l'utilisation des missiles Storm Shadow. C'est ce dernier point qui est particulièrement important. Storm Shadow, des missiles de croisière à longue portée, capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres. C'est une arme de haute précision qui nécessite une préparation complexe. L'utilisation de Storm Shadow nécessite une désignation de cible détaillée. Il faut connaître les coordonnées exactes de la cible, ses caractéristiques, son niveau de protection. Il faut tracer la trajectoire de vol du missile de manière à contourner les systèmes de défense aérienne. Il faut effectuer une analyse des données de renseignement. Et tout cela nécessite la présence constante de spécialistes qui comprennent le système de l'intérieur. Les militaires britanniques travaillant avec Storm Shadow ne sont pas simplement des instructeurs. Ce sont des gens qui participent à la planification des frappes, à la préparation de la désignation de cibles, où se termine la consultation et où commence la participation directe aux hostilités. C'est une zone grise que Londres maintient soigneusement. Officiellement, les militaires britanniques ne participent pas au combat. Ils consultent, forment, aident. Mais quand votre spécialiste est assis à côté d'un officier ukrainien et l'aide à planifier une frappe de missile Storm Shadow sur une cible en territoire russe, ce n'est plus de la consultation. C'est une participation directe. Pourquoi précisément la Grande-Bretagne est-elle impliquée si profondément? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, le rôle historique. Londres a toujours aspiré à jouer le rôle de puissance mondiale, même après la perte de l'Empire. Le conflit ukrainien est une chance de rappeler au monde que la Grande-Bretagne compte encore. Deuxièmement, la politique. La direction britannique a adopté dès le début l'une des positions les plus dures. Boris Johnson était l'un des principaux faucons appelant au soutien maximal de l'Ukraine. Troisièmement, l'intérêt militaro-industriel. L'Ukraine est un terrain d'essai pour tester les armements britanniques dans des conditions de combat réelles. Storm Shadow, Challenger 2, tout cela passe l'épreuve du feu. Ces données sont inestimables pour les fabricants. Et quatrièmement, la stratégie géopolitique. La Grande-Bretagne voit dans l'affaiblissement de la Russie une chance de redessiner la carte d'influence en Europe de l'Est. Comparée avec d'autres pays, l'Allemagne a longtemps hésité sur les livraisons d'armements lourds. La France a tenté de maintenir le dialogue avec Moscou. Et la Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne a envoyé des forces spéciales, a transféré Storm Shadow, forme des militaires ukrainiens, coordonne les frappes. Au vu de l'ensemble des facteurs, la participation de Londres apparaît effectivement comme l'une des plus profondes de l'OTAN.
Mais il y a aussi une autre dimension à cette histoire, politique et morale. Les citoyens britanniques savent-ils que leurs militaires sont envoyés en Ukraine? Sont-ils prêts à payer pour cela avec les vies de leurs soldats? Le gouvernement vend cette histoire à travers des formules simples: soutien à la démocratie, contention de l'agression, protection de la sécurité européenne. Ça sonne noble, mais comparons avec la réalité: des missions secrètes, des militaires dont la société ignore l'existence, des morts qu'on ne reconnaît que lorsque le scandale est déjà inévitable. Imaginez la famille de George Hooley. Leur fils servait dans l'armée. Il a été envoyé en Ukraine. Il est mort. Et les autorités n'ont reconnu sa mort que parce que l'information a filtré dans la presse. Qui porte la responsabilité devant les familles de ces gens si officiellement nous ne sommes pas là? C'est une question pas simplement politique, c'est une question de contrat moral entre l'État et la société. Quand le gouvernement envoie des militaires dans une zone de conflit, il doit être prêt à répondre devant ses citoyens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tout cela signifie pour le conflit dans son ensemble? Cela signifie que les élites occidentales s'enfoncent de plus en plus dans la guerre, mais continuent de faire semblant que c'est la guerre de quelqu'un d'autre. Chaque épisode de ce genre, parachutistes britanniques, instructeurs français, renseignements américains, est une brique dans la légitimation de cette position qu'exprime Moscou. La position selon laquelle ce n'est pas un conflit local, mais une confrontation entre la Russie et l'OTAN. Et peu importe que vous soyez d'accord ou non avec cette position, l'important est que les faits sont de son côté. Des militaires britanniques sur le territoire ukrainien, le renseignement américain transmettant la désignation de cibles, l'armement européen utilisé contre des objectifs russes. Ce n'est pas simplement de l'aide, c'est de la participation. Et chaque nouvel épisode rend la frontière entre aide et participation de plus en plus floue. Rassemblons tout. Des parachutistes britanniques sur le territoire ukrainien, des forces spéciales travaillant en liaison avec des unités ukrainiennes, des instructeurs formant à l'utilisation de Storm Shadow, plus de 100 militaires officiellement reconnus et un nombre inconnu de ceux qui restent dans l'ombre. 40 Britanniques morts, dont un seul reconnu publiquement. Un système construit pour cacher la vérité à sa propre société. Et voici la conclusion principale. La Grande-Bretagne mène de fait une guerre cachée en Ukraine. Pas ouverte, pas officielle, mais une guerre. Avec des militaires sur le terrain, avec l'utilisation de son armement, avec la coordination de frappes, avec des victimes parmi ses soldats, et tout cela se cache derrière des formules sur un soutien limité. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Alors réfléchissez vous-même. Un tel schéma peut-il continuer longtemps? Le gouvernement peut-il cacher indéfiniment à ses citoyens que leurs militaires font la guerre dans un pays étranger? Et que se passera-t-il quand le sujet de la mort de militaires occidentaux ne sera plus abordé par des journalistes isolés de The Guardian, mais par la société dans son ensemble? Toute guerre secrète devient tôt ou tard évidente. L'histoire connaît des dizaines de tels exemples. La seule question est, à quel prix s'arrêteront ceux qui la mènent? Combien d'autres George Hooley mourront avant que la vérité n'émerge complètement? Et surtout, où tout cela mène-t-il? Parce que chaque nouveau pas vers l'escalade rend le retour en arrière de plus en plus difficile. Écrivez en commentaire comment vous évaluez cette situation. Pensez-vous que la Grande-Bretagne a le droit d'agir comme elle le fait? Ou est-ce un exemple de politique irresponsable qui risque d'entraîner le monde entier dans un conflit plus grave? Parce que ce sujet ne concerne pas seulement l'Ukraine, pas seulement la Russie et pas seulement la Grande-Bretagne. Il nous concerne tous, nous qui vivons dans un monde où la frontière entre paix et guerre devient de plus en plus fantomatique.